Bonjour tout le monde. Je commence. Mon épouse est avocate, fait que je ne peux pas commencer autrement qu'à par un disclaimer. Alors, simplement pour dire que je n'ai pas la prétention d'avoir analysé toutes les caméras qui sont sur le marché, avec tous les systèmes optiques aussi qui existent. Donc, mon expérience se limite à cette caméra-là, qui est la ASC 1600 MM Cool. Elle s'appelait comme ça à l'époque, quand elle est sortie, il y a 2 ans. Pour la simple raison que même dans la première version, il n'y avait même pas la version qui se refroidissait. Donc, c'est la 1600 mm tout court. Donc, il y avait la 1600 mm Cool. Et pas longtemps après, ils ont upgradé pour une autre version qui s'appelait la Pro, avec une modification dont je vais parler tantôt. Donc, mais essentiellement, c'est toujours le même capteur. Mais tout ça pour dire que je vais vous parler surtout du point de vue de quelqu'un qui travaillait avec un appareil photo numérique depuis quelques années et puis qui a décidé de faire le saut à un CCD. En fait, on ne peut même pas dire CCD parce que c'est un CMOS, mais un appareil dédié, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment mes expériences que je vais partager avec vous sans aucune prétention là, de comparaison scientifique. Parce que ça demanderait beaucoup d'efforts et puis je ne suis pas sûr que je veux faire ça. Et il y a beaucoup de marques d'ailleurs, ça sort comme à tous les mois, il y a un nouveau modèle qui sort aussi. Fait que sans plus d'embâche, on va procéder. Un peu d'historique. J'ai pris ma retraite en 2011 et puis ça faisait longtemps que je rêvais, ça fait longtemps que je pense que j'ai la flamme de l'astronomie, même quand j'étais petit, mais je n'avais pas eu le temps. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit, bon, ça va être le temps de m'y consacrer et je m'étais mis un petit butin de côté pour pouvoir m'acheter un télescope dès la retraite. Donc en 2012, j'ai acheté un Celestron 14, un Edge HD. Alors, dans ma grande innocence, je m'étais dit, bon, ben, j'ai tout l'équipement qu'il faut pour faire de la belle photo de ciel profond avec 3910 mm de focale. Yes! Et aucune expérience, mais beaucoup de vouloir. Alors, j'avais une Canon T3 que j'ai fait défiltrer. Et puis, honnêtement, ça faisait une bonne job. Mais pour employer le terme québécois, j'ai gossé longtemps avant d'avoir des images, premièrement, qui étaient au focus. Et oui, pour la simple raison que quand j'ai voulu, pas longtemps après, j'ai réalisé que 3910 mm, c'était trop long comme focale. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un réducteur de focale qui se vendait pour la jolie somme, je pense, de 600 ou 700 dollars, puis qui pèse comme à peu près 3 livres. Là. Fait que là, j'ai réduit à 2700 mm, c'est déjà mieux. Mais même avec ça, je n'arrivais pas à avoir des étoiles nettes. J'avais des petits parachutes partout. Et puis, j'ai gossé comme pendant un an avec ça, en variant les distances pour me rendre compte à un moment donné, Alan Raël qui vient chez nous, il y en avait un, lui aussi, un réducteur de focale. On met le sien sur mon télescope. Là, tout d'un coup, tout est beau. C'est mon réducteur de focale qui était pas bon. Puis ça a l'air, j'ai appris par après que le taux de retour était assez élevé. Fait que ça, c'est les difficultés au début là, auxquelles on est confronté quand on part plus gros qu'on devrait. Fait que j'ai dit, OK, on oublie ça, le Deep Sky avec ça. J'ai commencé à faire du planétaire. J'étais assez actif dans le planétaire. Je faisais Jupiter, Saturne, j'aimais bien ça. Et je me suis acheté un petit réfracteur de 80 mm avec f6, 480 mm de focale. Et j'ai commencé mon apprentissage d'astrophoto avec ça. Fait que ça, c'était merveilleux. Tout d'un coup, tout devenait facile. C'est vraiment la meilleure façon. Je le conseille à tout le monde. Fait qu'après quelques années, on était rendu là, en 2017. Je me sentais prêt à graduer au 14 pouces avec les connaissances que j'avais. Et puis en même temps, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, je vais m'acheter une caméra aussi qui est plus dédiée qu'une T3. Fait que c'est là que j'ai acheté la ASI 1600, qui était à peu près la moins chère à l'époque. Il y avait une grosse différence. Aujourd'hui, en fait, ZWO a vraiment révolutionné le marché parce qu'aujourd'hui, les autres concurrents ont été obligés de suivre, de baisser les prix, d'avoir d'autres modèles. Mais à l'époque, il y a 2 ans déjà, il y avait une grosse différence entre la 1600 et les autres caméras disponibles, qui étaient plusieurs milliers de dollars plus chères. Fait que j'ai embarqué avec cette caméra-là pour cette raison-là. Et puis, ça fait déjà 2 ans et demi de ça. Je me suis aussi équipé d'un focuseur motorisé parce que sur un 14 pouces, le problème, naturellement, c'est la molette pour faire le focus et puis le mirror flop et puis tous les problèmes qui suivent. Fait que j'ai barré mon miroir, j'ai mis un focuseur externe à côté, puis j'avais réglé une grande partie de mes problèmes déjà.
Alors là, j'ai pu faire de la photo avec mon 14 pouces. Fait que c'est là que commence l'histoire. Alors, le kit complet, en fait, il se vend présentement pour 2679 canadiens, plus taxes, chez Lire la Nature. Moi, je me l'ai été procuré au NIF. J'étais allé au printemps dans l'État de New York, à Suffern, New York. Il y a toujours des petits kiosques, là, fait que je l'avais eu pour pas trop cher. Avec une roue à filtre, 8 positions. Puis là, j'étais un petit peu ambigu parce que j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs grosseurs de filtres. Il y avait des 31 mm, des 30, un pouce et quart, peut-être des 36, en tout cas. Je ne savais pas trop. J'ai pris le 31 mm, c'était la moins cher. Je suis parti avec ça. Et tant qu'à faire, dans le kit, il y avait aussi des filtres à bande étroite, achat au 3 PS2. Fait que ça, c'était mon kit de départ. C'est le kit complet. C'est le kit complet. Fait que c'est vraiment un bon deal. J'avais payé, moi, je pense, quelque chose comme 1600 US à l'époque. Mais c'est très abordable quand même là, pour commencer avec une caméra dédiée. Ça, c'est des caractéristiques, celles qu'on voit sur le site web. Peu importe la version, c'est toujours le même capteur, là. Ce qui m'intéressait, moi, c'est le read noise, le bruit de lecture, 1.2 électrons. C'est vraiment très, très bas, surtout comparé. Puis là, je ne peux pas comparer à des SBIG et tout ça parce que je n'en ai pas utilisé, mais comparé à une APN, donc ma Canon T3, c'est sûr que ça m'intéressait beaucoup. Et aussi le fait d'avoir une température qui est régulée à 45 degrés en dessous de la température ambiante, c'est très bon. Parce que la difficulté avec une APN, bon, c'est le fun pour commencer, mais la température du capteur varie énormément. Quand vous faites des séquences là, de 40-50 pauses, le capteur, là, la température, ça part en fou. Fait que vous avez beau prendre la moyenne, vous voulez faire des darks avec des températures qui matchent celles des lights, mais c'est pas stable. Ça se promène. Fait que c'est assez difficile à matcher. Fait que déjà, moi, je trouvais que c'était un bon avantage. La grosseur du capteur, en fait, est un petit peu semblable, un petit peu plus petit là, que ma Canon, à 17,7 par 13 mm, alors que ma Canon avait 22 par 15. Ça se compare quand même un peu, avec une résolution semblable aussi. Fait que j'étais déjà en terrain connu avec ça, fait que j'aimais bien ça. Par contre, j'avais des points d'interrogation. C'était en 12 bits, donc avec une plage dynamique certainement moins intéressante que les 16 bits, mettons, de SBIG, ou les 14 bits qui sont des hauts de gamme aussi. Et ce qu'on appelle le full well, à 20 000 électrons, ça veut dire que la plage dynamique n'était pas énorme. Fait que j'avais des craintes face à ça, mais quand même, je trouvais que pour le prix, ça valait l'essai. La grosseur des pixels, c'est 3,8 microns pour la grosseur des pixels. Et puis, ouais, c'est à peu près tout. Donc, il fallait vraiment que je vérifie ces points-là, mais je suis allé de l'avant avec ces caractéristiques-là. Ça, c'est mon setup. Donc, c'est un Celestron Edge HD14 f7.7, 2737 mm de focale, ce qui donne un échantillonnage 0,3 secondes d'arc par pixel. Maintenant, les puristes, je sais, utilisent le fameux chiffrier de Denis et d'autres qui ont adapté pour pour qu'on arrive à... Ça, c'est du surenchantillonnage incroyable. Généralement, là, quand on est à 1 ou 2 secondes d'arc par pixel, c'est bon. Donc, je suis parti avec ça. Et quand j'ai commencé à shooter, automatiquement, sans plus faire d'essai, je me suis mis en bin 2 par 2. Fait que déjà, ça me donnait un échantillonnage de 0,6 qui était un petit peu moins pire. J'ai fait mes premiers essais comme ça pendant quasiment un an, jusqu'à temps que je réalise, je vais quand même essayer en bin 1 par 1 pour me rendre compte que je laissais du détail sur la table parce que, OK, je suréchantillonnais, mais j'allais chercher du détail de plus en 1 par 1. Fait que tout ce temps-là, pendant un an, j'ai perdu du temps là, à dire, OK, je vais y aller comme on est supposé, avec un échantillonnage qui est plus raisonnable, mais on peut suréchantillonner, vraiment. D'autant plus que j'avais aucun gain, ça je ne le savais pas à l'époque. Moi, je m'étais dit, bon, mais en 2 par 2, je vais aller chercher l'extra de sensibilité en faisant du binning pour apprendre par après, ben non, c'est du CMOS, puis du CMOS, ça ne fait pas de binning comme tel, il n'y a aucun gain en sensibilité. On n'est pas en mode CCD. Bon, mais ça, c'est une autre affaire qu'on apprend en chemin. Fait que j'ai perdu un an d'essai, mais en tout cas, ça fait partie du métier, le métier qui rentre. J'avais un défi aussi avec le Celestron HD. Le problème, pas un problème comme tel, mais c'est une contrainte qu'il faut savoir, c'est que il y a un back focus qu'il faut respecter. Il faut être précisément 146. Il faut que
que le capteur soit 146 mm précisément derrière l'arrière du télescope ou du réducteur de focale s'il y en a un. Et ça, si on dévie de plus qu'un ou 2 mm, ça crée effectivement de la coma dans les coins. C'est vraiment pas beau. Donc, 146 mm, c'est vraiment pas énorme parce que là, moi, j'avais un Moonlight que j'avais acheté qui déjà venait chercher quand je mettais le focuseur à peu près à mi-course pour me garder du jeu. Ça venait chercher 102 mm sur mon 146 mm. Il n'y a pas grand jeu, là. Fait que moi, même si je voudrais mettre on parlait d'un Ronag tantôt, là, j'aimerais bien ça mettre un Ronag, mais là, il n'y a plus de place pour la caméra. Mettre un Ronag, pas de caméra. Fait que c'est ça. Fait que ma caméra, ça, c'est l'autre affaire que j'aimais de la 1600, de la RSI 1600, c'est que le capteur il est à 6,5 mm derrière le début du bâti, là, du corps. Euh, si on regarde ici, là, à partir du bord ici, le capteur est 6,5 mm derrière. Fait que ça laisse quand même une bonne marge de manœuvre. Là, c'est sûr qu'il faut ajouter la roue à filtre qui vient ajouter un autre 20 mm. Mais déjà, avec ça, ça fait 20. Bon, c'est 9 mm parce qu'il y a une petite bague qui est là. Déjà, à 29 mm, je suis quand même pas mal plus proche qu'un appareil photo numérique qui vient chercher, je pense, un 40 quelques millimètres là, de back focus. Fait que c'était une option intéressante. Fait que, avec un petit espaceur de 15 mm, là, j'étais parfait. Fait que ça, c'est les considérations avec le Edge HD. C'est un petit peu une autre des raisons pour lesquelles j'aimais la 1600. C'est la courte distance entre le capteur et le rebord là, du bâti. Les premières impressions de Néophyte après quelques utilisations, c'est que le bruit thermique est vraiment très bas. Ça, quand je regardais mes premiers bruts, je dis waouh, ça c'est très différent d'un APN. Là. Il n'y a presque rien à corriger en fait de bruit. Pardon? APN, appareil photo numérique. L'équivalent français de DSLR, Digital Single Lens Reflex. Résolution, la sensibilité sont très intéressantes aussi. Mais là, je me demandais si c'était à cause du fait que c'est mono versus couleur. Tu sais, je ne fais pas porter un jugement, mais j'ai trouvé que comparé à ma Canon T3, j'avais vraiment un bon gain de résolution. J'avais des détails que je n'avais pas dans ma Canon. C'est ça, j'en parlais tantôt, beaucoup plus facile de jumeler des dark avec une température qui est plus constante. Donc, moi, j'ai une banque de dark qui sont quasiment toujours, je shoot quasiment toujours à moins 20 là, pendant tout l'été. Fait que j'ai une banque de dark que je n'ai pas à toucher. Puis l'hiver, bon, moi, je vais faire moins 40. Là, je vais shooter à moins 40 là, pendant l'hiver. Fait que je ne joue pas plus qu'il faut avec ça. Mais c'est très, très pratique. Quand on regarde les forums, ils mentionnent aussi que le capteur a une tendance à s'embuer un petit peu. Mais moi, je n'ai pas eu de problème avec ça. Là. Je me suis rendu compte après un bout de temps que je n'avais pas de tablette de dessicant dedans au départ. Il y avait juste un petit bouchon noir. J'ai enlevé le bouchon. J'ai réalisé que, oui, ben oui, j'avais des tablettes de dessicant. Fait que j'ai mis ça là-dedans avec la patente. Puis, en tout cas, j'ai jamais eu de trouble. Vraiment. Aucun problème. Puis, des fois, je suis chaud toute la nuit. Là, température constante. Les étoiles, même moyennement brillantes, saturent très rapidement. Ça, c'est quelque chose que j'ai moins aimé. C'est pas long. Je ne sais pas si le fait que c'est un 14 pouces, là, mais mes étoiles sont brillantes, sont cramées, là, même dans de courtes expositions. Fait que j'ai été obligé comme d'accepter ce fait-là, là, parce que je ne suis pas pour prendre quand même des 30 secondes, des 15 secondes. Là. Le but, c'est de faire des longues expositions. Fait que j'ai accepté le fait qu'il y a beaucoup d'étoiles qui vont être saturées dans mon champ. Oui. J'ai le gain unitaire. Bonne question. Gain unitaire, je pense que c'est 139 dans cette caméra-là. J'ai fait des essais avec des gains à zéro jusqu'à l'autre bout pour me rendre compte que finalement, le gain unitaire, c'est celui qui donnait les meilleurs résultats. Mais ça sature très rapidement. Ah. C'est peut-être la seule chose là, que j'ai vraiment pas aimé. Fait que je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises là, parmi celles que j'en ai pris plusieurs. Moi, j'aime beaucoup. Moi, ce qui me fait capoter, c'est de voir plusieurs galaxies dans un même champ, là, qui me fait réaliser l'immensité du cosmos. Fait que ça, c'est le Menard Deep Field. C'est dans Hercule, hein, c'est ça, oui, dans notre galaxie d'Hercule. Alors, ça permet d'aller chercher quand même, surtout avec un 14 pouces. Mon ciel, moi, je suis dans un ciel c'est orange, je pense que je suis. Là où est-ce que je suis? Bortle, je ne sais pas c'est quoi sur l'échelle de Bortle.
En tout cas, dans orange. Je suis au nord de Saint-Jérôme. Donc, j'ai de la pollution lumineuse au sud, ce qui me force à shooter partout ailleurs qu'au sud, donc partout ailleurs qu'aux endroits intéressants. Non, mais de toute façon, j'aime beaucoup les galaxies, puis souvent les galaxies vont être au nord, du côté nord, au zénith. Celle-là, ça c'est la NGC 4565, une de mes préférées. Aussi, on voit là, si on regarde les étoiles un peu, on voit qu'elles sont quand même pas mal saturées là. Le moindrement qu'il y a des étoiles brillantes là. Si on regarde là, tu sais, le profil des étoiles, la morphologie n'est pas idéale. Là. C'est comme ça tombe subitement de saturé à rien. C'est sûr qu'avec PixInsight, bon, on peut changer la morphologie. Il y a toutes sortes d'opérations qu'on peut faire pour améliorer ça. Puis actuellement, c'est ce que je suis en train de faire, travailler sur mes techniques là, d'étoiles, parce que bon, je me débrouille pas trop pire pour le reste, mais les étoiles, j'ai encore du chemin à faire pour faire un bon rendu, puis saturer les couleurs. J'en suis là dans ma progression. Alors, ça, c'est ça. Ça, c'est la galaxie du Héron, que je trouvais pas mal intéressante aussi, une galaxie de HARP. C'est lequel, ça? HARP, j'ai pas mon numéro HARP là-dessus. NGC 5394, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça, c'est un de mes dadas. Je sais qu'il y a Rémi qui a fait un catalogue complet ici des objets HARP, là, il n'y a pas longtemps. J'ai commencé le bien aussi, là. C'est quand même des objets assez spéciaux. Mais là encore, on voit là, la saturation d'étoiles. Aussitôt qu'une étoile le moindrement brillante, là, ça vient un petit peu ruiner l'image. Mais en tout cas, c'est clair. Je vais améliorer ce côté-là. Je devrais pouvoir faire un bon traitement. Ici, ça, c'est une nébuleuse qui est moins populaire. On ne la voit pas souvent, GC 7129, avec ce qu'on appelle les objets Big Arrow, les petits objets rouges dans le fond, que j'ai fait ressortir un peu. C'est un film que j'aime beaucoup aussi. Oui, ça c'est vous la connaissez, nébuleuse du cocon, très populaire aussi. C'est sûr qu'avec 2700 mm de focale, on va chercher un champ qui est vraiment très restreint. C'est une autre prise de vue. Si on prend une étoile et que je la magnifie assez, on voit les étoiles sont quand même assez bien découpées. Hein. Il y a quand même un petit peu, un rebord un petit peu graduel, mais c'est pas facile à travailler. Temps d'exposition moyenne, ça varie. En général, je vais faire des 6 minutes, là, à peu près. Ouais. Ça peut arriver que je fasse des 10 minutes, mais en général, des 6 minutes. Cet été, ce que j'ai fait, j'ai dit que je vais débarquer le 14 pouces de là, puis je vais mettre ma lunette, j'ai une Skywatcher Esprit 120 mm f7, qui donne, dans les specs, c'est 840 mm, mais en réalité, ça me donne 860 mm. C'est un gros changement, là, en fait, de tolérance au niveau du guidage, puis au niveau des objets. Puis ça me donne un échantillonnage de 0,9 secondes par pixel, ce qui est quand même assez bien. Fait que j'ai mis ça sur ma monture, j'ai essayé ça. Et puis en même temps, j'ai dit, viens, il m'a faire un petit essai. Parce qu'entre-temps, je m'étais acheté une autre caméra ZWO pour cette lunette-là, qui était sur une autre monture, qui est la ASI 071, qui est une caméra couleur, celle-là. Fait que là, avec un full web plus intéressant, de là, la réponse à ta question, Rémi, où je voulais comparer vraiment deux full web différents, voir qu'est-ce que ça fait. Fait que j'ai fait ces deux changements-là. Fait que sur ma monture, dans l'observatoire, j'ai mis la lunette 120 mm et j'ai mis autant la 1600 que la 071 pour faire des comparaisons. Fait que je suis parti avec ça. On voit ici la différence entre les deux, entre la 1600 et la 071. Donc, on parle d'un convertisseur 12 bits versus 14 bits pour la 071 et d'un full well de 46 000 versus 20 000. Bon, c'est encore limité. 46 000, c'est pas 80 000, là, mais c'est quand même pas mal mieux. Il y a le fait que c'est en couleur et c'est un prix qui est raisonnable aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de 5 fois 6 minutes sur M31. J'envoie juste une partie, là, mon champ n'est pas assez grand. Ça donnait ça sans trop de traitement, juste un stacking, juste pour pouvoir enlever le bruit de fond, puis sans traitement. Et puis, vous voyez le petit carré rouge. Fait que là, j'ai grossi cette portion-là. Ça, c'est NGC 206, qui est un amas ouvert qui est dans M32. Alors, c'est ça ici. Donc, on voit, je vais juste changer ça. On voit ici quand même
les étoiles qui sont résolues, les étoiles qui... Bon, il y a quelques étoiles qui sont en avant-plan, là, qui font partie de notre galaxie, mais les autres petites étoiles qui sont là, ils sont dans M31. Donc, c'est des étoiles extragalactiques. Donc, elles sont mieux résolues dans la 1600 que dans la 071, ici. Et pourtant, on a quand même un sampling qui est à peu près le même. Mais je pense que là, la comparaison vient en fait que ça, c'est en couleur. Donc, la résolution, dans le fond, est 4 fois moindre que dans la 1600. Fait qu'on voit, on voit la différence. J'ai pas vu de différence notable dans le découpage des étoiles. Je sature encore aussi rapidement avec la 071 qu'avec la 1600. C'est ça. Donc, ce que j'ai fait, ça c'est un exemple de ce que j'ai fait avec la... Ça, c'était la 1600, mais sur ma lunette plutôt que sur mon 14 pouces. Donc, c'est la première fois que je faisais du narrowband. Alors, j'ai sorti ça, bien satisfait du résultat. Ça donne quelque chose qui me satisfait pas mal. Un des critiques de la caméra aussi, c'est qu'il y a un petit peu du capable du amp glow, donc l'amplificateur, qui, quand il chauffe, qui fait un petit... qui fait des lueurs sur le capteur. Donc, si on prend un dark, ça c'est un dark de 6 minutes à moins 20 degrés. Donc, le amp glow apparaît à deux endroits. Puis, il y en a un petit peu aussi dans l'autre coin. Mais c'est rien qui est vraiment nuisible. Donc, avec les darks, ça vient très bien soustraire ce qu'il y a sur l'image. Aucun problème avec ça. Et apparemment, sur la nouvelle version, la Pro, la 1600 Pro qui est en vente actuellement, ils auraient changé apparemment le processeur, qui est un DDR3 de mémoire, c'est-à-dire une mémoire plus rapide qui est DDR3 au lieu de DDR2, et qui fait en sorte qu'il y a moins d'attente du data dans le canal de transmission, parce que c'est ça apparemment qui causait le amp glow. Donc, dans la nouvelle version, apparemment, le amp glow est très réduit à cause de ça. Une caméra qui est plus performante. Alors, c'est ce qu'on achète aujourd'hui. Et ce qu'on lit ici en bas aussi, euh, ils disent que 12-bit ADC but can provide 12.5 stops dynamic range. Donc, even better than the KAF 8300 due to its super low read noise. Ça, c'est quelque chose que je ne suis pas familier avec, mais ce qu'ils prétendent, c'est que même si le full well n'est pas profond, qu'il y a quand même une gamme dynamique assez large parce que le bruit est bas. Okay. Je ne suis pas un expert, là, mais c'est ce qui explique un petit peu eux autres, leurs prétentions. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que moi, j'ai acheté le kit, donc les filtres sont des ZWO qui viennent avec. Et puis, il y a quelques petits problèmes avec. Premièrement, ils ne sont pas parfocaux. Bon, c'est pas la fin du monde parce qu'on peut mettre des corrections là, dans le setup là, pour qu'il s'ajuste automatiquement, mais quand même, je trouvais ça un petit peu plate. Puis quand j'avais parlé au gars, au NIF, justement, au kiosque, puis il dit vos filtres sont-ils parfocaux? Il dit non. Puis c'était comme si je venais d'y faire réaliser que, ouais, OK, peut-être qu'on aurait dû penser à ça. OK. Ça, c'était à leur début. C'est quand même 2 ans, là, ça. Probablement qu'ils. Je ne sais pas ce qu'ils ont changé depuis. Et puis, ils ne sont pas non plus équilibrés en termes de luminosité entre le bleu, le rouge et le vert. Donc, si on. Il y en a un qui est plus brillant que l'autre. La transmission n'est pas tout à fait la même. Je sais que si on achète des Astrodons, bon, ça coûte une beurrée. Mais les Astrodons génération 2, entre autres, ils sont déjà balancés également pour toutes les couleurs. Donc, il y a un apport égal de chaque couleur. Ceux-là ne le sont pas. Mais naturellement, ce n'est pas le même prix non plus. Hein, si on les achète à part, je ne me souviens plus, je pense que c'est comme je sais pas, 150, 160 pièces pour le kit. Là. Vraiment pas cher. Et aussi les barres des filtres. Moi, j'ai pris des filtres, mais en fait, ça venait avec le kit, c'est non monté. Donc, ils sont tous emballés individuellement. Il faut les mettre dans le distributeur, dans le rotateur de filtre. Et puis, les biseaux, apparemment, que ça cause des reflets, des halos autour des étoiles. Contrairement à d'autres filtres de meilleure qualité. J'ai vu ça que j'avais des halos, à un moment donné, autour de mes étoiles, des halos de couleur. Puis, là, je me suis dit, OK, c'est peut-être à cause de ça. Je n'ai pas fait plus de recherches qu'il faut, là, mais c'est peut-être un avenue à explorer. Mes conclusions à moi, encore, pour la caméra, est toujours du point de vue de quelqu'un qui a travaillé avec une Canon avant et non pas quelqu'un qui avait une S-Big qui a peut-être des attentes différentes. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très fiable. J'ai eu zéro problème de fiabilité avec ça. Ça a toujours connecté. J'ai toujours eu ce que je voulais. Il n'y avait pas de data qui restait pris ou quoi que ce soit. Excellent. J'ai trouvé la sensibilité très bonne.
La saturation des étoiles un peu trop rapide à cause du full well qui est passé profond. Euh, Vraiment peu de bruit thermique. Ça, c'est vraiment très bon. La version mono qui a une excellente résolution. Tu peux acheter les filtres ZWO, mais là encore, si, comme tu dis, tu peux acheter cette petite version-là avec la version 2, déjà c'est une petite amélioration. Et puis il y a maintenant beaucoup plus de produits qu'avant dans cette gamme de prix. Hein, fait que, il y a un petit peu de magasinage qui s'impose. Moi, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas grand choix dans cette gamme de prix-là. C'était à peu près les seuls. Mais définitivement que je recommande cette caméra-là là, sans problème. Je l'ai encore, je continue à l'utiliser, puis je ne suis pas en veille de changer, là, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment très bon pour ce prix-là. De toute façon, il n'y a plus d'argent dans le full well, il est déjà atteint au niveau d'argent. Alors, c'est ça, c'est tout pour moi. Des questions? Bonjour. Salut. Moi, j'ai pas aucune expérience avec Astrocaméra dédiée. Moi, j'ai fait avec DSLR, principalement parce que moi, je suis nomade. Moi, j'ai pas une place stable. Un nomade, oui. Ouais, comme vous. Et aussi parce que moi, je trouve compliqué faire l'astronomie, dire, avec tous les filtres dans une seule nuit. Vous faites chaque photo que vous avez montrée, c'est une nuit ou Non, non, c'est sûr. Généralement, mes photos sont étalées sur plusieurs nuits. Ouais. Mais c'est certain que quand on est dans un observatoire, c'est pas pareil qu'être nomade. Si j'avais été nomade, j'aurais probablement choisi une caméra couleur. Non, c'est certain qu'en nomade, c'est difficile avec le mono. Je suis bien d'accord. Il y avait d'autres questions en arrière tantôt oui. que j'ai vues. Merci pour ta présentation. Oui. Tantôt, avec ton C14, tu parlais que tu avais une distance au niveau de ton back focus qui était spécifique. Puis là, je me posais la question, si tu as un focuseur entre les deux, ton focuseur, il varie bien plus que 2 mm. Fait que comment est-ce que tu peux arriver avec une valeur fixe? Le focuseur ne varie pas tant que ça. Parce que, je vais t'expliquer premièrement la mise en station. Je calcule mon 146 mm précisément en mettant mon focuseur, mon moonlight à la bonne distance, puis avec une règle, des mesures assez précises. J'étais à 146 mm. Ensuite, avant de barrer les miroirs, je m'en vais sur une cible. Là, je fais le focus avec mon miroir pour être au focus à ce moment-là. Je barre le miroir. Fait que là, déjà, je sais qu'au focus, je suis à 146 mm. S'il y a des variations par après, c'est des variations thermiques qui vont faire en sorte que le tube va, pas juste le tube, mais toutes les composantes métalliques vont se dilater ou se contracter. Donc, c'est tout à fait normal. C'est en deçà de 2 mm. Ça rentre là-dedans. Là, ça fait partie des tolérances, j'imagine. Là. Mais en autant que tu respectes au départ, ton premier focus là, est fait à 146 mm. Puis j'ai vu des courbes qui publient, là, que Célestron publie pour le Edge HD. Puis il montre un diagramme qui dit, à partir du moment que tu t'écartes de tant de millimètres, voici le diamètre de ton étoile, comment est-ce que ça s'agrandit tout d'un coup. C'est très, très pénalisant. Aussitôt que tu es in focus ou out focus là, de quelques millimètres, là, ton étoile s'agrandit énormément. C'est beau, merci. Merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, ça m'éclaire énormément sur ce type de caméra-là que en tout cas, personnellement, je n'ai jamais visité cette compagnie-là. On en entend beaucoup parler, mais moi, je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est vraiment très éclairant. Je pense que tu as insisté beaucoup aussi sur un aspect de ta caméra que la saturation des étoiles, tu nous l'as montré, la saturation sur des images qui avaient été traitées. Mais pour vraiment savoir si tes étoiles saturent, il faut que tu regardes tes images brutes. Ouais. Donc, dans PixInsight, tu te promènes sur ton cœur d'étoile, puis si tu es à 1, ben, tu es saturé. Si tu es à 0.7, 0.6, tu n'es pas saturé. Oui, tu as raison. C'est ça que j'aurais dû inclure dans ma présentation. Fait que regarde, c'est ça. Fait que c'est vraiment l'image brute qui va t'indiquer. Fait que des fois, on a tendance à penser que ça peut être saturé, mais ça ne l'est pas si on les sature au traitement. Tu vérifieras. Ouais, mais je pense que peut-être tu l'as déjà fait, là. Très bon point. Oui, je l'ai déjà fait, en effet. Mais effectivement, en plus de ça, mon traitement n'est pas au point. Puis en plus d'avoir des étoiles qui sont déjà saturées, moi-même, j'en sature un petit peu trop. C'est une combinaison des deux, effectivement. Roger, une question. Tes traitements d'image avec ça, tu fais ça avec quel logiciel? PixInsight à 100%. À 100%? Oui. Puis bon, comme tout le monde,
j'ai trouvé que la courbe d'apprentissage était un peu abrupte. Fait qu'à un moment donné, c'était comme 80% Photoshop, 20% PixInsight. Ce ratio-là a monté, jusqu'à graduellement, puis maintenant, c'est C'est rendu de l'université, là. On peut faire, Troisième on peut tout année faire avec d'université. PixInsight. Oui. Merci beaucoup. OK?